À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé veut voir clair dans l'évolution des travaux du projet Zaka à Ouagadougou. Le Conseil des ministres de ce jeudi vient de demander un audit complet dans les plus brefs délais. Le projet traîne depuis plus d'une décennie. Et puis la coalition ZEF 2015 estime que le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré est en train d'échouer. Pour Zéphirin Diabré et ses camarades, le régime en place n'est pas en mesure de trouver des solutions aux problèmes des Burkinabés. Vous les entendrez dans ce journal. En Italie, le bilan des morts du tremblement de terre passe à 247. Sur le terrain, de milliers de secouristes continuent à fouiller les ruines. Ce tremblement de terre est l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays. Ce sont là les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé veut voir clair dans le projet Zaka, la zone d'activité administrative commerciale de Ouagadougou. Le projet traîne depuis au moins une décennie et le gouvernement qui autorise également les travaux de réfection de l'axe Banfora-Côte d'Ivoire. Konsoum Koulibaly et Zalissa Assanfo reviennent ici sur les décisions prises ce matin en Conseil des ministres. La zone d'activité administrative et commerciale Zaka. 6 ans. Après le lancement officiel des travaux de construction, elle ne présente toujours pas le visage tant attendu. Et le gouvernement veut des réponses. À ce Conseil des ministres, un audit est demandé sur ce que sont devenues ces 303 parcelles. Il y a un certain nombre de parcelles qui sont déjà mises en œuvre et le retard de la mise en œuvre pénalise justement ces personnes-là parce que le cas devient parfois un cas de pâturage, un cas d'insécurité. Et donc il nous faut faire le point au niveau du Conseil exactement de la situation, du niveau de créance, des possibilités qui sont mises en œuvre, mais également voir dans quelle mesure nous pouvons nous donner des délais relativement brefs pour que ce projet-là puisse prendre corps et être effectif pour le bien-être des Ouagalais et des Burkinabés de façon générale. Adieu la grippe aviaire. Elle est désormais loin des frontières du Burkina Faso. Mais le gouvernement recommande la plus grande prudence. Il ressort donc que notre pays n'a pas de cas de grippe aviaire. La celle qui s'est déclarée en 2015 est aujourd'hui entièrement contrôlée. Aucun cas n'est signalé sur le territoire. Cependant, le ministre a attiré l'attention sur la nécessité d'une surveillance active permanente, mais également sur une sensibilisation des risques qui sont liés notamment à l'importation illicite de produits qui peuvent contaminer donc le cheptel en ce qui concerne notamment les animaux susceptibles de contracter cette grippe aviaire-là. La route Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, longue de 73 km, va connaître des aménagements. Le Conseil vient d'adopter les résultats de l'appel d'offres sur son entretien. Pour aller plus loin dans certaines décisions du Conseil des ministres de ce jeudi, le ministre en charge des ressources animales et halieutiques est notre invité. Monsieur Somango Koutou, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Merci de venir répondre à nos questions. La grippe aviaire, désormais boutée hors du Burkina, qu'est-ce qui fonde ce constat? Il faut dire qu'effectivement, depuis 2015, nous avons assisté à la réapparition de cette maladie très contagieuse. Et nous avons pris des mesures, des activités, une série d'activités qui aujourd'hui nous permettent de dire que nous n'avons pas de cas de grippe aviaire au Burkina Faso. Cela ne veut pas dire que, comme on le dit, la maladie est loin, puisque la maladie sévit encore dans les pays voisins, dans certains pays voisins qui l'ont déclaré il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un secret. Le Niger vient de le déclarer, le Ghana l'avait déclaré, la Côte d'Ivoire est encore en gestion de sa crise, donc il faut encore de la vigilance. Elle n'est pas aussi loin comme on le dit. Mais sinon, nous avons fait la surveillance active. Nous avons reçu des alertes, beaucoup d'alertes, qui se sont avérées négatives. Négatives, disons. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons consommer nos poulets tranquillement, mais avec toute la vigilance. Oui, si la grippe aviaire n'est plus une source d'inquiétude, c'est maintenant l'entrée sur le territoire burkinabé de poulets de qualité impropre à la consommation. Le dernier cas en date, c'est la semaine dernière, cette saisie à la gare de l'Est de Ouagadougou. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Justement, il faut reconnaître qu'effectivement, depuis un certain temps, nous assistons à ce phénomène qui n'est pas aussi nouveau.
c'est à l'image de presque tous les produits prohibés qui rentrent à travers nos frontières. Et nous avons effectivement saisi des poulets. Et justement, quand je parle que la grippe aviaire n'est pas loin, c'est parce que c'est des poulets qui viennent d'origine inconnue. Nous ne savons pas d'où ça vient. Ce qui est sûr, ça traverse des pays voisins pour entrer dans notre pays. Et donc, nous ne savons pas quelle explication donner. C'est peut-être la recherche. Est-ce qu'il y a un système de contrôle aux frontières du Burkina pour empêcher l'entrée de ces poulets avariés? Oui, nous avons le même système de contrôle à travers les services des douanes, à travers les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie qui se trouve aux frontières. Donc nous nous appuyons, en tout cas au niveau du ministère des Ressources animales, nous nous appuyons sur ces services-là pour le contrôle. Et bien sûr que nous avons nos éléments qui sont là-bas pour qu'effectivement nous puissions voir si ces produits qui rentrent sont de qualité propre. Et malheureusement, dès qu'on s'approche, ils fuient. Vous avez constaté, nous l'avons dit, on n'a jamais pu mettre la main sur ces éléments. Ça veut dire que ce qu'ils transportent, effectivement, n'est pas propre à la consommation. Et d'où viennent ces poulets? On ne sait pas. C'est ça le problème. Et quand on regarde les cartons, les emballages, il n'y a aucune indication précise de l'origine, ni même de la qualité. Nous n'avons pas de date de production, nous n'avons pas de date de péremption. Et même que moi j'ai essayé de fouiller sur les sites que nous avons vus, mais je n'ai perçu rien, ce sont des négociants, et donc ce n'est même pas des producteurs de poulets. Et nous les recevons, nous ne savons pas l'origine du tout. On parle de poulets impropres à la consommation, mais est-ce que la toxicité de ces poulets est établie? Oui, je pense que nous, notre problème, c'est le fait même de ne pas savoir d'où ça vient, et ce que c'est. Nous voyons seulement que c'est des poulets, mais donc même quand on va de visite ou même au toucher, nous sentons que c'est des aliments qui sont vraiment très dangereux, puisque ça dégage d'avoir une odeur qui est un peu cachée, parce qu'il y a tout un produit qui recouvre ces poulets, ces produits à travers les imperméables. Donc nous savons que déjà, nous n'avons même pas besoin de chercher à analyser le fait même que c'est déjà des poulets sans origine, sans certificat, sans papier, c'est que c'est impropre à la consommation. Oui, mais que risquent ceux qui s'adonnent à ce trafic? D'abord, je crois qu'en matière judiciaire, il y a quand même une loi qui réprimande ceux qui font de l'importation frauduleuse. Et je ne sais pas, je ne suis pas un érudit en droit, mais je sais qu'il y a quand même des mesures qui sanctionnent ce type d'activité. Et au niveau chez nous, si jamais ils sont pris, je sais qu'il y a aussi, peut arriver à retirer les agréments s'ils en ont, parce que comme on n'a pas encore pu mettre la main sur eux, on ne sait même pas s'ils ont des agréments. Même quand ils parlent de papier qu'ils possèdent, nous n'avons jamais pu mettre la main sur quelqu'un qui soit capable de nous présenter un papier. Et pour terminer, Monsieur le ministre, au regard de la multiplication de ces cas, quelles sont les mesures qui sont prises pour contrecarrer ce trafic? Pour le trafic, je crois que nous allons toujours intensifier cette collaboration entre mon ministère et les forces de défense et de sécurité. Et puis effectivement, intensifier notre appel à la population, les consommateurs. Donc c'est surtout eux qui peuvent nous alerter sur ce qui se passe dans notre territoire et dans les marchés. Et la dernière fois, ce sont des consommateurs qui ont pu nous alerter. Et nous comptons sur eux, intensifier cette collaboration. Et effectivement, comme nous l'avons signifié au gouvernement, et demander qu'on puisse endurcir les mesures de sanctions, des mesures de sanctions, afin qu'effectivement, si on arrive à les appréhender, que ce soit des exemples que personne ne voudra suivre. Monsieur Somango Koutou, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des ressources animales et halieutiques du Burkina. Merci. Et puis, sachez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'envole ce 26 août pour Nairobi au Kenya. Il doit participer à la 6e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La rencontre se tient pour la première fois en terre africaine et aux côtés d'autres chefs d'État africains. Roch Marc Christian Kaboré va partager l'expérience du Burkina en matière de développement. Surtout que le thème de cette présente rencontre porte sur la promotion de la transformation économique structurelle par la diversification économique et l'industrialisation. On évoque ce don de sang au Premier ministère. Paul Kaba Tieba, en tête, et le personnel du Premier ministère se sont acquittés de ce geste qui sauve des vies humaines. C'était ce 25 août en présence de Konsoum Koulibaly et de Ismaël Sirima.
Donner son sang pour sauver des vies. Le Premier ministère adhère à l'idée. Et c'est Paul Kabatieba qui montre l'exemple. Après la prise de poids, la vérification de la tension artérielle et du taux d'hémoglobine, le Premier ministre est installé pour un prélèvement de 400 ml de son précieux liquide rouge. Cette quantité pourrait servir à sauver 2 enfants. C'est un acte de générosité, c'est un acte de solidarité, c'est un acte patriotique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrivera donc à résorber les déficits en termes de poches de sang que nous avons et à sauver des vies humaines. De cette action du Premier ministère, le Centre national de transfusion sanguine attend environ 60 poches de sang. Mais ce chiffre est loin des besoins journaliers au plan national, estimé à plus de 250 poches. Et au plan national, donc, le déficit est encore énorme. Parce que quand nous prenons par exemple l'année 2015, nous avons pu collecter du sang pour couvrir les besoins théoriques à hauteur de 65%. Donc on a encore 35% des besoins qui ne sont pas couverts. Au-delà de ce don, le Centre national de transfusion sanguine invite les donneurs du jour à devenir des donneurs réguliers pour sauver encore plus de vies. Dans l'actualité ce soir, la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement n'est pas satisfaite de la gestion du pouvoir par le MPP. Face à la presse ce jeudi, Zéphirin Diabré et ses camarades estiment que le pouvoir dirigé par Roch-Marc Christian Kaboré est en train d'échouer. Pour la coalition, le régime peine à trouver des solutions aux problèmes des Burkinabés. Yacouba Gamene, Ernest Nevier. La coalition ZEF 2015 pour un vrai changement est née sous la transition. Elle regroupe tous les partis politiques qui défendent un programme dénommé Le Vrai Changement, un programme porté par le candidat Zéphirin Diabré lors de la présidentielle de novembre 2015. À cette conférence de presse, les membres de la coalition ont réaffirmé leur détermination quant à la défense de cet objectif commun. L'analyse qui a guidé notre démarche en son temps, c'est que par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui a mis fin au règne du régime de Blaise Compaoré, les Burkinabés ne voulaient pas d'un simple changement d'équipe, mais plutôt d'un vrai changement, d'une manière toute nouvelle et toute fraîche de faire la politique et de répondre donc à leurs attentes et aspirations. Faisant l'analyse de la situation, la coalition ne donne pas une bonne note au régime actuel pour sa gestion du pouvoir. En décidant de rester dans l'opposition, la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement signifiait par là même son intention de continuer à se battre pour un vrai changement, seule réponse crédible aux aspirations et attentes exprimées à travers l'insurrection populaire. Près de 9 mois après l'installation de ce nouveau ancien pouvoir, le jugement de la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement est sans appel. Nos anciens camarades du CEFOP sont en train d'échouer lamentablement. La coalition ZEF 2015 pour un vrai changement dit défendre les acquis de l'insurrection. À ce sujet, une conférence nationale des insurgés sera organisée les 29 et 30 octobre prochains. Pour mieux mener ce combat, la coalition compte s'élargir à d'autres OSC et partis politiques. À Dédougou, les nouvelles taxes au Burkina expliquées aux populations. En septembre prochain, ces nouvelles taxes entrent en vigueur, notamment sur les jeux du hasard, l'importation des véhicules d'occasion, la bière et les propriétés bâties. Paul Sawadgo sur place à Dédougou. 4 nouvelles taxes entrent en vigueur au Burkina à partir du 1er septembre prochain. C'est pour solliciter l'adhésion de la population que la Direction régionale des impôts a organisé cette conférence publique. Une conférence qui a permis d'expliquer aux participants les tenants et les aboutissants de ces nouvelles taxes. C'était l'occasion pour nous de revenir en détail sur l'ensemble de ces impôts et donner la vraie information et la bonne à la population. C'est pourquoi nous avons invité les autorités administratives, les maires des 47 communes, les conseillers de la ville de Dédougou pour qu'ensemble nous puissions échanger. Ça portait essentiellement sur 4 impôts. La contribution foncière
sur les propriétés bâties et non bâties, qui est la principale innovation. Il y a la taxe sur les boissons, il y a la retenue à la source sur les gains des jeux du hasard, des jeux de PMB. Et enfin, il y a la taxe sur l'importation des véhicules dont la capacité, dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux. Cette conférence publique est la bienvenue car elle permet de lever les suspicions et les inquiétudes selon les participants. Des participants qui saluent l'initiative de la Direction régionale des impôts. On a apprécié la façon de nous présenter. Bon, on souhaite que si ça se continue comme ça, nous aussi on peut aller sensibiliser nos partenaires, nos travailleurs, nos collaborateurs pour que ce soit compris, au même manière que nous aussi on a compris. Le peu que nous avons pu saisir, nous allons transmettre le message à nos opérateurs économiques qui sont dans nos localités, parce que c'est un plus pour un développement. Ces nouvelles taxes vont générer des revenus pour les communes. Payer ses impôts est un devoir civique et le gouverneur de la région, en présidant la conférence, a appelé les participants à être des relais auprès des contribuables. Et puis nous venons de l'apprendre cet après-midi, la Cour de cassation a rendu son verdict aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Ousmane Guiro. La décision de la Cour d'appel rendue le 20 juin 2015 a été annulée par le juge de cassation pour non-conformité à la loi. Le dossier est donc renvoyé pour être jugé à nouveau par la Cour d'appel. Dans le reste de l'actualité, la coalition des taximens de la ville de Ouagadougou ne se reconnaît pas dans les propos de la Fédération nationale des syndicats de taximens qui invite les taxis du Burkina à abandonner l'usage du gaz butane d'ici à la fin de octobre 2016. Le président de la coalition se dit être surpris par l'attitude de la Fédération. Roger Kam Oumoussissé. Ces propriétaires et chauffeurs de taxi ne se reconnaissent pas dans les propos de la Fédération des syndicats des taximens. Une fédération qui avait, au cours d'une conférence de presse tenue le lundi dernier, rassuré le gouvernement de l'abandon total du gaz butane par les taximens au plus tard le 30 octobre 2016. Réunis au sein de la coalition des taximens de la ville de Ouagadougou, ces propriétaires et chauffeurs de taxi disent être dans l'attente d'une réponse à leurs doléances adressées au gouvernement avant toute prise de décision. Personne n'a dit qu'il est contre les décisions du gouvernement. Mais nous avons demandé des mesures d'accompagnement. Jusqu'à le gouvernement nous a rencontrés, ça fait une semaine aujourd'hui. Je vous précise, c'est le ministre d'État, Simon, et le ministre des Transports, Soulama, et le directeur du cabinet même du président de Faso, commandant de la gendarmerie, directeur de la police, ensuite directeur des ETTM et d'autres personnes qui nous ont rencontrés et on a échangé par rapport à un écrit que nous on a envoyé au président de Faso pour demander quand même, pour voir par rapport à la question des gaz là, qu'est-ce que l'État peut toujours nous accompagner pour qu'on puisse abandonner. Comme doléance, ces taximens demandent au gouvernement un accompagnement de 500 000 francs CFA pour réadapter leur moteur à l'essence. Quant à un quelconque mort de chauffeur de taxi dû à l'utilisation du gaz butane, la coalition rejette ces affirmations faites par la fédération lors de sa dernière conférence de presse. On dit qu'il y a eu 2 morts, il y a eu un cas blessé, c'est faux. Ils n'ont pas donné le nom. Est-ce qu'ils ont parlé comme ça? Est-ce qu'ils ont dit que c'est telle personne, son nom c'est comme ça, son nom qu'on peut vérifier? C'est facile de dire qu'il y a eu des morts. La coalition espère que dans les jours à venir, des solutions seront vite trouvées pour leur permettre de mieux mener leurs activités. Et puis ces séances de répétition pour les candidats au pèlerinage à la Mecque ce 25 août, ils étaient réunis au stade municipal de Ouagadougou pour des simulations des différents rites du pèlerinage à la Mecque. Souleymane Sanou, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. Ils ne sont pas encore à la Mecque, mais ces fidèles musulmans, candidats au Hajj 2016, s'imprègnent des réalités des différents rites qu'ils auront à accomplir une fois sur la terre sainte de l'islam. L'initiative est du groupe Anas, qui regroupe plusieurs agences de voyage pour le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez le soleil, comment c'est déjà un soleil de plomb. C'est-à-dire c'est la réalité là comme ça à la Mecque. Et la circumambulation, les 7 fois là, il n'y a pas de je suis fatigué. Il y a des étapes même où il faut aller à petit trot.
Donc tout ça, c'est pour que les gens sachent qu'il y a un effort physique qui est demandé là-bas. Donc il ne faut pas qu'on pense que c'est un repos, c'est un voyage ordinaire, non. Ça veut dire qu'arriver là-bas, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et donc c'est la preuve qui va être donnée ce matin avec ce qu'on va faire de façon pratique. Pour les pèlerins, c'est une occasion d'avoir un avant-goût de ce qui les attend. Ils auront à accomplir des rites dans plusieurs endroits dont Safa, Arafat et Mina. Je voulais en tout cas encourager les initiateurs et les formateurs et dire vraiment merci pour ces initiatives-là. Je suis satisfait, mais selon ce que j'ai compris, dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, les gens partent 2 semaines avant et ça leur permet de faire la formation pratique sur les lieux. Et maintenant, pour leurs pèlerins, ça devient plus facile encore. Près de 5500 pèlerins accompliront le 5e pilier de l'islam. Le premier vol est attendu pour ce 31 août. En attendant, les candidats devront rester à l'écoute de leurs agences. Tasseret Tassambedo est candidat au Hajj 2016. Il prendra son vol le 28 août prochain pour les lieux saints de l'islam. Depuis son inscription au Hajj, son quotidien a changé. Entre lecture du Coran et répétition, le futur El Hajj se dit prêt pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Mounira Keri et Nongba Kouda sont allés le rencontrer. Regardez. Cet homme est fier d'accomplir le 5e pilier de l'islam. À quelques jours du départ pour l'Arabie Saoudite, les préparatifs de Tasseret Tassambedo vont bon train. Des entraînements, le futur El Hajj en a suivi plusieurs. Aujourd'hui, il se dit serein et prêt pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Les préparatifs sont presque finis puisque financièrement ça c'est déjà ok. Côté papier et consort ça aussi c'est fini. Familialement aussi ils sont tous informés. Côté formation aussi déjà on a à peine des idées ce qu'il faut aller faire. Lecture du Coran et mémorisation de quelques versets font désormais partie du quotidien de ce candidat au Hajj. Il a aussi appris à porter la tenue spéciale réservée aux pèlerins et à se comporter sur le site. Nous, on arrive à Djidda. De Djidda, on va à Médine. Et à Médine, ils disent qu'arriver là-bas, d'abord, il faut rentrer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier, saluer le prophète et ses 2 compagnons qui sont là-bas, faire des nafilas, des prières surrogatoires. Après, vous allez visiter les tombeaux des Sahaba qui sont morts à cause de l'islam. Il y a aussi des mosquées qu'ils appellent mosquées Qiblatain. Et vous visitez là-bas Médine. Après Médine, vous partez pour la Mecque. Pas question de parler de changement de comportement à son retour de la Mecque. Son nouveau statut de El Hajj lui impose d'être le plus droit possible. À ce sujet, Tasseret Tassambedo ne semble pas inquiet. La Mecque ne change rien, puisque quand tu étais là, étant musulman, c'est pas la Mecque qui va te changer. D'abord, c'est comme j'ai dit, c'est l'islam. L'islam, c'est que tu ne dois pas faire avant la Mecque. Après la Mecque aussi, c'est la même chose. Il s'en ira le 28 août prochain à la Mecque en tant que Tasseret Tassambedo. Il reviendra en tant que El Hajj. En attendant, ce candidat au Hajj formule le vœu que tout se déroule selon la volonté de Dieu et qu'il revienne au Burkina comme un musulman encore plus respectueux des valeurs de l'islam. À l'étranger, le puissant séisme qui a frappé tôt mercredi le centre de l'Italie a fait 247 morts selon un bilan fourni ce jeudi. Ce tremblement de terre, un des plus meurtriers de ces dernières années en Italie. Le bilan du séisme en Italie ne cesse de s'alourdir. Il atteint désormais 247 morts, mais les autorités rencontrent des difficultés à évaluer le nombre des victimes qui pourraient être encore ensevelies sous les décombres. Des milliers de secouristes fouillent les ruines. Depuis mercredi à l'aube, la catastrophe mobilise tous les services de l'État italien. Pour être précis, environ 1 millier d'hommes et de femmes issus des forces de police sont impliqués, explique cette responsable de la protection civile. Et puis nous avons aussi plus d'1 millier de pompiers qui sont ici représentés par M. Bruno Frattasi, le préfet. Et nous avons également
400 soldats. Dans tout le pays, les Italiens se mobilisent pour venir en aide aux victimes. Les autorités n'ont pas établi le nombre des survivants retrouvés dans les ruines, mais une fillette de 10 ans a pu être sauvée après être restée 15 heures sous les décombres. Et puis, une grave crise humanitaire touche les populations de la région du lac Tchad. Près d'un demi-million d'enfants sont affectés par une malnutrition aiguë et sévère. Selon un récent rapport d'Oxfam, au moins 3,8 millions de personnes sont en manque de nourriture. Près d'un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition dans la région du lac Tchad et 49 000 vont mourir cette année s'ils ne reçoivent aucune aide. Les 7 années d'insurrection menées par les djihadistes de Boko Haram associés à la sécheresse sont à l'origine de cette famine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, explique n'avoir reçu que 13% des fonds nécessaires pour venir en aide aux pays concernés. Nous avons vu des adultes tellement épuisés qu'ils sont incapables de bouger, des enfants au visage émacié et au regard vide et présentant d'autres signes d'une malnutrition sévère. Il y a un besoin urgent de véhicules blindés, d'escortes militaires, de sécurité et d'une meilleure protection pour que les humanitaires soient en mesure d'atteindre les populations vulnérables. Le recul ces 18 derniers mois de Boko Haram a révélé l'ampleur des besoins des populations de la région du lac Tchad. Plus de 2 millions de personnes vivent dans les zones que le groupe djihadiste contrôle encore. Et depuis le début de l'année, l'UNICEF a enregistré dans la région 38 attentats suicides perpétrés par des enfants. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Chaude frayeur hier 24 août près de la cité du Paysan Noir où un train marchandises vide a déraillé et terminé sa course dans un ravin affiche notre temps. Et le journal Le Quotidien de préciser, l'accident ferroviaire s'est produit à Sinéna, situé à un jet de pierre de Banfora, pas de blessés et de pertes en vie humaine, si ce n'est la locomotive et ses 4 wagons endommagés. La cause est due à l'effondrement d'un pont provoqué par une forte pluie de la veille. L'eau de cette pluie n'ayant pas trouvé un passage approprié, commande de son côté le quotidien d'État Sidoya, était monté au-dessus des rails, soit environ 3 mètres de hauteur. Conséquence, ajoute le quotidien bobolais L'Express du Faso, les rails seuls n'ont pas pu supporter le poids de la locomotive. Le bilan aurait été lourd s'il s'agissait d'un train passager, remarque les éditions Le Pays, avant de pousser un second ouf de soulagement. Les wagons-citernes transportant du carburant étaient vides et pas de risque d'incendie éventuel. Notre confrère du journal Le Pays revient également sur ce qu'il qualifie d'incivisme en circulation routière lorsqu'un pandore gifle un policier. Et l'obs de détailler. Ce policier était en service au feu du carrefour de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Le gendarme en infraction refuse de remettre sa monture et gifle l'agent qui l'a interpellé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.